Je donne une conférence demain à 15h30, hein, donc c'est sur le programme. Donc je suis Éric Escoffier de Permaculture sans frontières. Peut-être dire une chose, c'est que c'est la première fois que j'écoute Suzanne en conférence. J'ai eu le temps de suivre un petit peu de loin ce qu'elle fait, et avec Mapka et Baptiste, etc. Bon, moi j'ai une expérience en permaculture assez ancienne déjà. Et alors ce qui m'a frappé, j'ai pris des notes, mais ce qui m'a frappé, c'est que tout ce qu'elle dit, c'est exactement une déclinaison de la permaculture appliquée à les rivières et les ripisylves, etc. Tous les points tombent parfaitement dans des clés ou des principes de la permaculture de ce que j'enseigne par ailleurs. Donc c'est un peu comme si on avait fait un focus sur un bout du système, mais un bout crucial, elle l'a dit, parce que l'eau, c'est crucial. Et donc j'ai noté des choses, s'il n'y a pas de questions, dans cette interaction-là, dans l'idée que finalement, l'interaction... En permaculture, ce qui est le plus important, c'est la vision biotique. Elle n'a pas arrêté de parler de vision biotique des choses, et la question des interactions. Et là, on n'a fait que parler de l'interaction en fait, de l'eau et de la terre. Je pourrais appeler ça la danse de l'eau et de la terre, mais pas avec les tractopelles, avec les forces biotiques, les forces naturelles. C'est exactement ce que j'enseigne dans la permaculture en général, dans la régénération des écosystèmes. Donc c'est... Voilà, c'est... C'était super. Donc, je passe celui-là en attendant. Si vous voulez, il y a un micro derrière vous. Ouais. Vous pouvez le faire passer si vous voulez. Ouais. Vous l'allumez en dessous là. Ouais. Mais je veux juste faire quelque chose que m'a appris la médecine Castor par rapport à la régénération des sols. Vous savez, en perma et en agroécologie, il y a les keylines et les baissières. Donc on fait sur les courbes de niveau. Vous connaissez tous les keylines et les baissières. Donc c'est maintenant. Donc sur une pente, sur la courbe de niveau, à la même élévation, on va faire un petit fossé. Et ce qu'on va creuser, on va le buter en aval. Comme ça, l'eau qui descend, on la capte, elle se met dans cette noue. Et en dessous, on peut planter parce qu'on va avoir une réserve d'eau plus longue. C'est comme une petite retenue collinaire, on appelle ça aussi, oui. Sauf qu'on est sur un beaucoup plus... Une retenue collinaire, on va se mettre sur un cours d'eau, on va le bloquer et puis on va créer un lac. Là, on est sur une... Alors, je l'explique mal. Si ça, c'est ta pente, t'imagines que le sol, il est comme ça. Tu crées un fossé, en fait. Tu crées un fossé sur ta pente. L'eau s'écoule, elle est ralentie ici. T'as mis ta terre comme ça en aval, donc l'eau, elle coule. Tu peux planter ici et t'as une réserve d'eau. Et en fait, à la lumière des méthodes régénératives, et pour avoir fait des baissières qui sont maintenant des randes ronces, je me rends compte que sur mon terrain, la manière dont je travaille, c'est maintenant je pose le bois, et c'est le bois qui va d'une part créer un corridor mycorhizien en se décomposant, qui va bloquer le sédiment qui va descendre, comme c'est plus éponge, ça va ralentir l'eau. Et du coup, c'est une manière de travailler, plus comme je viens de la sculpture, tu travailles plus par extraction, plus de tracteurs qui va venir compacter toutes tes taupes qui vivent là pour aller faire une cavité. Toi, il pleut pas chez toi, donc tu aimes les baissières. Mais moi, maintenant, je préfère travailler par addition plutôt que par extraction et faire ces ralentisseurs en posant du bois plutôt que, tu vois. Bon, si demain vous venez à la conférence, vous pourrez poser plus de questions sur ça. C'est l'association d'un caniveau et d'une butte sur courbe de niveau. La définition officielle, ça s'appelle un swale. Voilà. Donc, mais vous avez dit plusieurs fois, elle a parlé de ralentir l'eau. Le problème, c'est que l'eau descend trop vite, beaucoup trop vite. Demain, dans mes conférences, je cite
je parle toujours de son travail et du travail de Baptiste, et je cite les chiffres que cite Baptiste. Bon, voilà, donc évidemment, une fois qu'on ralentit l'eau, bien sûr, ça se végétalise, ou on va inoculer de la végétalisation. Et comme c'est une proposition, même si on ne le faisait pas, la nature va réagir. Et je reviens sur ce que tu disais, pourquoi il n'y a pas d'entretien, pourquoi parfois ça ne marche pas. Là, les rivières, c'est particulier. Nous, quand on est sur une pente et qu'on fait un swale, si on n'a pas fait d'erreur de design, le swale n'est jamais détruit, hein, sauf s'il y a une erreur de design. Mais de manière générale, le low-tech, ça veut dire, bon, low-tech, ça veut dire tous les avantages qu'on connaît, facile, pas cher, matériaux locaux, etc. Mais pas d'entretien. Mais l'autre chose, c'est que la réaction, donc c'est une proposition au sens où la réaction du système va nous guider en permanence, même avec les plantes qui poussent, nous donnent toujours des indications. Donc on se base toujours sur ce qu'il y a déjà là. La permaculture, ce qui est génial, c'est que si vous ne vous trompez pas, si votre design est bon, si vous avez fait les choses correctement, la réponse du système accroît ce que vous avez fait, toujours. Et donc c'est très facile à monitorer. Là, encore une fois, c'est des cas extrêmes. Quand on a des rivières incisées, donc très creusées, la force de l'eau, ça ne m'étonne pas que des fois, on a mal lu le paysage, et puis la rivière, elle propose autre chose, donc elle a détruit notre proposition, votre proposition, parce que moi, j'ai jamais participé. Mais c'est pas grave, ça reste le même principe. Et donc l'idée, c'est toujours pareil, d'envoyer l'eau de côté transversalement par rapport à quoi? Par rapport à la gravité. Donc vous voyez l'eau qui descend dans ma pente, je l'arrête, je l'infiltre, et bien sûr je la répartis latéralement, donc perpendiculaire sur courbe de niveau. Par définition, la courbe de niveau est perpendiculaire à la ligne de plus grande pente, à la ligne d'écoulement des eaux. C'est pareil dans les rivières, elle a parlé que ça se faisait transversalement, etc. etc. Tu as cité deux mots, Keyline, et l'autre, c'est la même chose, non? Swale, Keyline, Baissière. 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 C'est la même chose, tout ça. Keyline et Baissière, c'est pareil? Non. Vous pouvez préciser du coup ce que c'est un keyline? Alors, un keyline, ça n'existe pas. Le keyline design. Alors, la keyline, en français la ligne clé, c'est une ligne particulière dans la topographie, dans une pente, qui a une définition très précise. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon endroit pour en parler, mais c'est la définition de la keyline. Et vous allez voir, c'est une définition très intéressante, c'est de la permaculture. C'est la ligne où la pente devient douce. Et c'est pas 5%, 3%, 4%, 10%, 8%. À Hawaï, la keyline, elle est à l'endroit où la pente est beaucoup plus raide qu'en Belgique. Mais c'est à l'endroit où on décide que la pente devient douce. Et l'endroit où la pente devient douce, c'est majeur. C'est l'endroit où vous pouvez commencer à faire une retenue collinaire. C'est l'endroit où vous pouvez commencer à faire des swales. C'est l'endroit où vous pouvez faire quelque chose de réaliste. Parce que quand la pente est trop raide, la quantité de terre que vous sortez de votre trou, vous la mettez en aval de votre pente. Il faut le faire sur un schéma, au tableau, mais vous ne retenez pas d'eau en réalité. Donc un swale ne peut pas se faire partout. Quand la pente est trop raide, on ne peut pas faire de swale. C'est d'autres stratégies qu'on utilise en permaculture. Voilà. Donc le keyline design, c'est quelque chose qui est devenu à la mode, un peu, je dirais presque un peu abusivement. L'important, c'est d'arrêter l'eau fondamentalement sur courbe de niveau. Voilà. Et évidemment, on va travailler préférentiellement à l'endroit où la pente devient douce, parce que là, on peut stocker de l'eau facilement et l'utiliser par gravité en aval. Parce qu'en général, les installations humaines, quand on considère que la pente est trop raide, c'est pas un endroit où on va cultiver ses tomates ou ses salades. Voilà. Donc cette ligne, mais bon, ça, dans les formations, je passais 1h30 sur Keyline. Voilà. Donc oui, peut-être ça suffit. Le baissière, c'est quoi le baissière? La baissière, c'est la traduction française, mais qui me satisfait pas du mot swale. Si on est vraiment précis, c'est swale, on peut le définir et on sait de quoi on parle. Une baissière, en français, c'est tout un tas de choses. Le mot existait bien avant qu'on cherche à traduire swale, et je pense qu'il vaut mieux pas traduire le mot swale et le définir proprement. Il y a 3 mots que je traduis jamais en permaculture, c'est design, par exemple, c'est swale. Voilà. Le baissière, c'est autre chose ou c'est quoi? C'est une tradition que je qualifierais de mauvaise du mot swale. Alors, dans le sens où tu l'as employé, toi tu avais la bonne définition du bon swale dans ta tête, c'est donc l'association d'un caniveau et d'une butte juste en aval. Donc on retire la terre, on creuse et on met la terre en aval, officiellement sur courbe de niveau. Sinon il y a des swales de dérivation qui peuvent être en pente légère, mais l'objectif là c'est d'arrêter l'eau, de l'infiltrer. Bien sûr la butte va partir en bande forestière ou cultivée, enfin tout un tas de choses sont possibles derrière. Ça va ?
Bah, il faut des dessins pour faire ça. Hein. Merci, bonjour. C'est bien, on est d'accord, c'est une discussion sur la restauration des rivières via la permaculture. C'était un peu ça le thème de la rencontre. Ou j'ai mal lu l'intitulé? Alors, dans la foulée de sa conférence, oui, mais on avait globalisé la régénération des écosystèmes s'il y a des questions sur ça. Sinon, c'est pas à moi de répondre. C'est Parce que là, j'avais des questions là-dessus. Par exemple, ici, on a le Rugobétu qui est derrière. On a la Bièvre qui est en cours de réouverture dans le Val-de-Marne et dans Paris. Comment est-ce qu'on arrive à conjuguer, à faire ça de manière propre et correcte? Alors, moi j'ai été invitée à aller voir le chantier de la Bièvre au sud de Paris. Ouais, excuse-moi. Ouais, moi j'ai juste vu des tronçons de. En anglais on dit daylighting, quand on remet une rivière à l'air libre, à l'air quoi, une rivière qui s'est fait entuber littéralement sous une ville. Et la Bièvre, elle est tellement maltraitée avec les teintures, avec tout ce qu'on sait. Mais donc là, les contraintes sont énormes parce que il y a des infrastructures humaines, enfin, il y en a énormément, il y a des villes entières. Et du coup, enfin, le tronçon que j'ai vu avec des super jolis 1%, avec du métal écrit. Enfin, je ne savais pas dire ça dans la caméra, mais bon, c'était une restauration de lit mineur. C'était du lit mineur stabilisé avec du caillou, tu vois. Et le lit majeur, bah, comme ils ont une ville dans le lit majeur, c'est hyper compliqué, quoi. Là, le rue, je ne le connais pas, mais en tout cas, il y a une vieille expression, c'est à petit rue, grand bièvre. Et bièvre, c'est beaver, c'est un ancien mot pour castor aussi. Mais alors, je sais pas, je connais pas votre contexte, je sais pas. Mais l'effet castor, donc tu vois, sans qui est castor, l'effet castor de retenir l'eau ici, après, ça s'applique à plein d'endroits. Tu vois. Et votre petit rue. Je sais pas. Après, ce dont j'ai pas du tout parlé, c'est qu'en France, pour mettre un bâton dans un cours d'eau, il faut des autorisations monumentales et vous allez passer des mois à faire de la paperasse. Enfin, c'est vraiment là, ça a l'air drôle les chantiers, mais les chantiers c'est presque la cerise sur le gâteau parce que avant ça, il y a des discussions avec les propriétaires, les fédés de pêche, l'OFB, les DDT, les GEMAPiens, les techniciens rivières, les élus. Enfin, c'est juste monumental ce qui se passe avant de mettre un bâton dans la rivière. Donc là, on est en train de porter plein de projets et les suivis biodiversité. Comme c'est une nouvelle méthode en Europe, excuse-moi, je te fais une réponse 10 fois plus longue que ce que tu voulais, mais comme c'est une nouvelle méthode en Europe, enfin en France notamment, il y a des enjeux de sortir des suivis sur les cours d'eau ici. C'est-à-dire, si tu veux travailler sur ton rue, moi je ne me rends pas compte si ton rue il a de l'espace latéral sur lequel que vous pouvez récupérer et remettre en zone humide. Ça serait extraordinaire. Je ne vois pas du tout ton contexte. S'il est cartographié, sur les cartes de la DDT, s'il est cartographié comme cours d'eau, tu dois faire une demande d'autorisation. Ensuite, tu vas travailler avec ton syndicat mixte ou l'agence de l'eau, enfin je sais pas comment c'est structuré localement. Et ensuite, suivi biodiv, suivi morphologie du cours d'eau, les espèces de flore en présence. Enfin, tu vois, plus on peut créer de données. Comme c'est nouveau, le plus de état zéro on peut avoir, plus de données on peut avoir avant de faire un chantier. C'est génial parce qu'ensuite on peut sortir de la science, tout ça derrière. Et mais faut y aller parce que là enfin, l'enjeu est important. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a quand même le sujet, l'imageur il est habité, il est construit. Et comment est-ce qu'on fait de la permaculture en faisant que sur le mineur? Est-ce que c'est quand même en contact avec la nappe? Est-ce que c'est canalisé? Est-ce qu'il y a un interflow qui coule comme ça ou juste dans le sens de la descente? Ou est-ce que c'est comment on peut faire? Sans foncier, moi je sais même pas comment répondre. Tu vois, soit tu as du foncier, soit t'as pas du foncier. Et ce qui se fait, ce qui est en train de se mettre en place à plusieurs endroits, c'est le rachat
de terre de ripisylve dans le contexte urbain. Franchement, je ne sais pas comment commencer à répondre. Mais dans le contexte rural, tu vois, dans mon département, dans l'Aude, là où il y a des énormes inondations, ils ont mis en place un truc de préemption où ils vont voir les agriculteurs qui se font inonder et ils leur disent bon, mais ça se fait inonder tous les ans, vendez-le nous. Hop, tu rachètes, tu permets à la rivière de s'étaler plus largement et du coup ça décélère l'inondation en aval, tu vois. Et mon intuition, c'est que vraiment cette politique de rachat de ripisylve, c'est-à-dire de zones inondables très souvent, c'est ça qui va pouvoir rendre les zones humides et les rivières plus vivantes. Mais bon, c'est compliqué. En permaculture, il y a une seule réponse honnête à comment, ça dépend. Et donc, il faut faire une étude de site. Et la deuxième chose, c'est que le milieu urbain, elle l'a dit, la loi, l'urbanisation, ça crée des tas de contraintes. Donc on en arrive à la question qui est une question politique, parce que les réponses, elles sont sur la table. On les connaît, on les a, ça marche. Après, il faut que la société se saisisse de tout ça, et ça, c'est vraiment un projet de société. Donc les capitaux ne vont pas là, l'adhésion politique souvent ne va pas vers là. Donc, voilà, il faut imposer une nouvelle, c'est un changement de paradigme total. Hein. Dans la société, la politique et l'argent, c'est un gros paquebot, c'est très difficile à faire tourner. Voilà. Non, nous, en tout cas moi en tant que permaculteur, déjà, ce que j'enseigne, c'est la solution. Tout seul, je ne vais pas l'imposer. Hein. Voilà, donc là, c'est typiquement un endroit où la société et les lois de la nature, dans les lois des humains et les lois de la nature, se contredisent. Je peux en donner un autre exemple, hein, pour des raisons que j'expliquerai peut-être demain. Chez nous, on a des obligations de débroussaillement, d'enlever le sous-bois des forêts et de retirer les bois morts des forêts. Et ça prépare les incendies de demain, pour des raisons que je peux expliquer demain. Donc, mais la loi nous y oblige. C'était un peu une parenthèse. Les solutions, on les a, on les connaît. En termes de formation professionnelle, un ingénieur hydrologue, dans une école, je ne sais pas où ça se passe, mais c'est répandu cette méthode Castor, ou quelle ancienneté elle a, depuis quand on s'y réintéresse Donc aux États-Unis, enfin Pacific Nord-Ouest, ça fait à peu près 15 ans qu'ils ont commencé à mettre ça. Nous, historiquement, on avait des choses similaires il y a plus d'un siècle en France, dans les montagnes, avec des espèces de fascines pour retenir le sédiment, en fait, la pierre, en fait. Et la méthode, elle a évolué depuis la fascine, parce que la fascine, elle est perméable à l'eau, et la méthode Castor. Les fascines, c'est des fagots. Les fascines, c'est, tu sais, t'as des pieux et tu viens un petit peu faire de la vannerie. C'est du plessis. Ouais, c'est du plessis. Ouais, dans l'eau, ouais, c'est ça. Et donc, elle a été utilisée en Angleterre. Eux, ils ont les mêmes, comme ils lisent l'anglais. Enfin, tu vois, des pays anglo-saxons, la littérature qui avait été sortie par les hydrologues nord-américains, elle pouvait être lue en Angleterre. Donc, eux, ils ont fait ça, réintroduit le castor, et maintenant, ils ont des écotourismes. Enfin, tu vois, ils commencent à vivre avec le castor. Nous, on a des douleurs de croissance parce qu'on a des scientifiques qui ne lisent pas forcément l'anglais ou qui veulent. Enfin, tu vois, voilà, on a besoin de passer par ce suivi. C'est tous ces suivis scientifiques avant que ce soit complètement dans les tuyaux. Non, c'est nouveau ici. C'est nouveau. On a. C'est la permaculture qui porte ça. C'est un regard permacole. Non, nous, on est arrivé. Par une porte latérale. Ouais, c'est avec ton double cursus France-États-Unis Oui, moi j'ai vu ça aux États-Unis. Je me suis dit, mais comment ça se fait que je pensais que le castor était canadien alors que j'ai grandi ici. Enfin, tu vois, c'est en apprenant, je croisais Baptiste, et puis ça nous est tombé comme une évidence et on a poussé dans ce sens. Mais et si tu veux, c'est aller très vite dans le sens où où les techniciens rivières, d'une part, leur monde était largement invisible. Tout d'un coup,
tout d'un coup leur métier est vu, valorisé, parce que c'est hyper intéressant les techniciens rivières, parce que c'est souvent des personnes du cru, des fois des enfants d'agriculteurs, tout ça, mais ils connaissent vachement l'environnement et les milieux aquatiques, et donc ils sont hyper amoureux de la rivière, et plus ils côtoient les rivières, plus ils sont amoureux des rivières. Enfin, c'est un monde qui est hyper touchant, quoi. Et il y avait un enjeu de reconnecter, tu vois, le monde permacole, agricole, agroécologie et les rivières, parce que ils sont totalement déconnectés. Bon, voilà, et ça, je dirais que ça, c'est c'est une chose qu'on doit retisser. Tu vois, même nous, en arrivant de la perma et de l'agroécologie, de voir la rivière, non pas comme la fin, mais le début, tu vois, de l'hydrosystème, enfin, une partie à part entière de l'hydrosystème qu'on doit régénérer. Je te réponds pas, mais je te réponds un peu. Mais bon, en Australie, enfin, la permaculture australienne les personnes avec qui je me suis formé et ce que j'enseigne, ça fait intégralement partie. Tout ça, j'ai enseigné quand même. Hein. Mais bon, c'est une petite asso, je suis pas connu, et puis ça touche pas les acteurs. Donc là, eux, ils agissent directement avec les acteurs, donc c'est révolutionnaire, concrètement. Mais ça fait partie de la permaculture, hein, complètement. Et justement, ils acceptent ça comment, les techniciens de rivière, quand on présente ces techniques, ils les prennent facilement, ils critiquent fort, ils disent ça c'est bien, ça en fait c'est pas réaliste, ça c'est une super idée. Enfin, c'est Ouais. reçu comment? Alors ça aussi, il faudra enlever la caméra, mais ouais, en fait, si tu veux, on s'est un petit peu rendu compte que le monde de l'hydrologie, si tu veux, quand tu es ingénieur hydrologue, tu t'occupes des trucs importants comme les fleuves. Quand tu es moins important, tu t'occupes du chevelu. Sauf que 90% des cours d'eau, c'est le chevelu, en fait. Et c'est ça qui est important. Et si tu veux décélérer une inondation, c'est pas le truc que tu vas faire en aval, c'est ce qui va se passer en amont qui va décélérer. Donc c'est aussi, c'est l'inverse. Et donc, franchement, le monde des techniciens rivières, enfin, ils sont juste prêts, quoi. Ils sont juste hyper heureux. Enfin, nous, il y en a qui pleuraient, on leur a fait faire tellement de conneries, on leur fait mettre du gravat dans les rivières pour avoir des granulométries différentes, on leur fait mettre des baramines pour tenir des troncs d'arbres parce qu'on sait qu'il faut du bois dans la rivière, enfin on leur a fait de la stabilisation de berges avec des énormes rochers qui sont déchaussés 3 ans après, enfin les choses qu'on leur fait faire, elles sont hyper violentes et ils savent qu'il y a un problème, tu vois, et quand on leur propose cette méthode, ça vient... C'est entre les ingénieurs et les techniciens ou c'est encore ailleurs disons, là c'est divisé, parce qu'il y a aussi cette idée, enfin tout ça faudrait le couper, c'est super compliqué, parce que ça vient des États-Unis, et nous on n'est pas, tu vois, nous on a commencé par les arts, Baptiste est un philosophe, moi je suis artiste, on n'est pas de ce monde, tu vois, vraiment on est arrivé par... Et si on avait connu le monde de l'eau, jamais on n'aurait fait ça, parce que plus on apprend, plus on se dit, ah ouais, 50% de l'eau des rivières en France passe pour refroidir les centrales nucléaires. 50% de l'eau. Et tu vois, parce que nous, ils nous cassent les pieds, ils nous disent oui, mais alors, les bassins, ça va réchauffer les cours d'eau. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que, enfin, ce qui réchauffe en premier l'eau en France, c'est les centrales nucléaires, parce que 50% des rivières, des fleuves, passent par les centrales, et quand elle ressort, l'eau, elle est augmentée de quelques degrés, tu vois. C'est numéro 1, quoi. Ne me parle pas de l'ouvrage de Castor. Parce que l'ouvrage de Castor, non seulement il a des arbres qui vont faire de l'ombre, et donc ça va réchauffer. En plus, il y a des strates de thermie différentes. Ensuite, il y a les tunnels, plus l'eau qui est stockée dans la nappe phréatique. On sait que quand elle ressort, parce qu'il y a des échanges hyporéiques entre la nappe et le cours d'eau, l'eau qui est stockée dans la terre, elle ressort, elle est plus fraîche, en fait. C'est pas du tout comme la méga-bassine. Méga-bassine, elle est en plein soleil, elle a un fond, elle est, tu vois, méga-bassine, parce que je vais nous parler de 35 degrés, la température, tout crève en fait, enfin, la plupart des trucs, c'est mal. Et donc réponse hyper longue encore, donc il y a des douleurs de croissance avec ça vient des États-Unis, c'est pas pareil, nanana. Mais en gros, je pense que là, dans les années qui viennent, on va faire les suivis et puis ça va. Et puis on va oublier, ça va faire partie des outils complètement normaux et peut-être qu'on refera des réintroductions. Je pense.
en fait, à part le côté politique, financier, etc., ce changement de paradigme, l'argent, le pouvoir, la décision viennent d'en haut, donc ils ne sont pas encore imprégnés, ça l'a dit. Ils sont aussi imprégnés d'une vision complètement abiotique des choses. Ils regardent que le minéral, l'a vu, et ils ne regardent pas le végétal, et puis de manière générale, ils ont une vision abiotique, mécaniste, analytique. Alors c'est pas comme ça que ça marche. Tout est dans le chevelu, tu dis, mais on pourrait généraliser ça. La meilleure façon de décompacter un sol, c'est surtout pas d'aller envoyer un engin dedans. Parce que jamais nous ne saurons travailler de manière aussi puissante et aussi fine, par exemple, que des micro-organismes. Les filaments des champignons saprophytes ou des champignons mycorhiziens, j'en parlerai pas mal demain, c'est 10 microns l'épaisseur. Donc ça prospecte le sol à l'échelle de 10 microns. Et ça multiplie par 10 000 la captation de l'eau et des nutriments du sol pour les racines. Donc on ne peut pas faire ça, nous, mais on n'a pas la force de faire ça. Et la nature fait ça au moins depuis 500 millions d'années, depuis que les plantes sont sorties de l'océan primitif, il y a 500 millions d'années. Donc elle a une expérience qui nous dépasse totalement. Donc, et voilà, donc nous, on n'est pas importants, mais pourtant, c'est bien, c'est les lois de la nature qui l'emporteront. Donc il va falloir que ce changement de paradigme, que ça switch. Et plus on attend, plus ça sera difficile. Parce qu'un des gros problèmes, vous l'avez peut-être compris, quand vous avez une incision, tu vas me corriger si je me trompe, parce que moi, de ma vision permaculturelle générale, on a un problème d'érosion. Si la rivière érode insuffisamment latéralement les berges et trop le lit, donc c'est le ratio entre l'érosion du lit et l'érosion des berges qui pose problème. Et quand on a 2 mètres, 1 mètre d'incision, c'est déjà grave. Mais on va attendre combien de temps? Plus on attend, plus c'est difficile. D'ailleurs, elle a dit, la régénération naturelle ne suffit pas souvent dans les cours d'eau. Alors que ailleurs, ça peut suffire, ça peut marcher très bien. Là, ça ne marche pas parce que c'est bloqué, voire bloqué dans un système dynamique aggravante. Voilà, donc il faudrait se dépêcher. Mais l'idée générale, en fait, c'est de remettre les cours d'eau dans leur lit naturel, de reboiser les pentes, de reboiser massivement, intelligemment, avec un mélange d'essences, de manière à ne pas provoquer des incendies, donc du calduc et du feu et du Persistant. voilà, persistant, et éventuellement de réintroduire certains animaux pour remettre l'écosystème d'équerre, en fait, c'est ça. Et ça, le système capitaliste ne l'autorisera jamais. Bon, il faut tout faire à la fois, mais il ne faut pas se battre inutilement en investissant énormément d'énergie politique, de son temps, pour des choses qui ne marchent pas. Donc voilà, donc bien sûr qu'il faut travailler sur les pentes, sur les forêts. Le problème de la rivière, en fait, si on le regarde géographiquement, la discipline maîtresse, c'est la géographie. Tout vient de là, tout le reste est secondaire. Sauf que dans la géographie, depuis 500 millions d'années, ce sont les forces biotiques qui jouent un énorme rôle. Pas le seul, mais un énorme rôle. Donc, bien sûr, il faut réhabiliter les pentes, parce que finalement, ce qui se passe dans l'eau reste toujours en aval de ce qui se passe sur la Terre. Soit en aval, parce que l'eau, surtout quand c'est incisé, elle est bien plus basse que les berges, que le côté latéral, mais surtout parce que l'eau qui est dans la rivière, il vient de l'amont. Et c'est sûr que si l'amont n'avait pas été dégradé, déforesté depuis des millénaires, on a rasé le pourtour méditerranéen, il y a 5-6 000 ans, on avait enlevé toutes les forêts du pourtour méditerranéen. Si en amont j'ai une forêt solide, je n'aurai pas de rivière et de ruisseaux incisés. Alors évidemment, si on a tué tous les castors derrière, bon... Voilà. Donc oui, il faut tout faire à la fois, là où c'est faisable, facilement, en tenant compte de tout, y compris de la société et du politique. Et peut-être je te laisse répondre pour la partie. Oui, introduire ou pas. Il y a des débats là-dessous. Est-ce qu'on introduit des espèces? Est-ce qu'on se contente de refavoriser celles qui sont indigènes? Est-ce qu'on fait que de la RN, régénération naturelle? Est-ce qu'on fait de la RNA, régénération naturelle assistée? Bon, il y a parfois des débats politiques là-dessus, sur les espèces invasives, sur le robiniffe aux acacias, bon, voilà, des choses comme ça. Mais on fait tout. Pour les rivières, si tu veux compléter. Oui, alors les cycles de l'eau sont très abîmés et oui, il faudrait travailler partout. Nous, on travaille là où c'est fluide, c'est-à-dire on travaille avec, par exemple, les éleveurs qui sont déjà en agroécologie
qui ont déjà transformé leurs élevages pour des pâturages avec plus de biodiversité, pour que les bêtes soient capables de s'auto-médicamenter avec leurs propres plantes. Et un éleveur qui est déjà dans ce processus-là, d'augmenter la biodive de ses 200 hectares, lui, si on lui propose des ouvrages castors et de dédrainer, enfin, il est curieux, il y va, enfin, tu vois, nous, on travaille où c'est fluide, on va pas aller tout de suite frapper à la porte d'un conventionnel et lui dire faudrait drainer. Et après, on se sert de ces sites comme exemple. Parce que ça crée de la joie aussi quand des espèces que tu n'as pas vues dans toute une plaine qui réapparaissent à un endroit, c'est bouleversant en fait. Et tu vois, c'est des récits en fait. Mais ça va lentement. C'est sous les radars. Hein. Sur le politique, il y a quand même la directive cadre européenne sur l'eau qui impose de récupérer le bon état biologique et physico-chimique de tous les cours d'eau d'Europe. Ouais, mais t'as bien compris que c'est qu'un discours. Ah non, il y a des amendes, on paye des amendes. Non mais Bah, t'as qu'à aller dans le Limousin où on coupe du pain Douglas qui a 25 ans, et que l'eau elle dévale et que en fait c'est pas des forêts, ce sont des bois. Parce que qu'est-ce que tu veux faire contre l'exploitation qu'est-ce que tu veux faire contre l'économie en fait? Bah, l'Europe est un outil au service du système capitaliste. Donc l'Europe elle peut dire n'importe quoi. Bon, d'accord. Des amendes, bon, ok, mais il y aura toujours des dérogations. C'est le système fonctionne comme ça. je dis pas. Je dis qu'il y a quand même un cadre juridique européen qui impose de récupérer. Du blabla. Non, c'est pas du blabla. C'est pas Bon. que du blabla. Il y a des conflits d'intérêts forts. Et je dis pas le contraire, mais c'est pas que du blabla. Il y a ce cadre juridique qui existe aussi. Et quand on peut, si on peut s'en servir, parce que localement, elle l'a dit, les acteurs là sont déjà sensibilisés, sont d'accord, utilisons le système avec tous ses vices, mais si à un moment donné on peut s'en servir contre lui, en tout cas pour faire ce qu'il faut, pour remettre les lois de la nature dans le système, il faut le faire. Déjà, pour rester là-dedans, j'imagine que les plus gros propriétaires terriens, eux, ils ont les moyens d'avoir des avocats et puis d'aller contre des choses. Mais moi, j'avais une autre question sur une autre question différente. Même encore une autre après, peut-être si on a le temps, mais déjà, j'ai eu l'idée qu'il me semble qu'il y a une loi qui oblige les agriculteurs à laisser une certaine bande non cultivée au bord des rivières. Et je ne sais pas si c'est toujours respecté, mais je crois qu'il y a une loi qui oblige. Donc est-ce qu'on ne peut pas en profiter pour faire de la biodiversité, faire des ripicides, planter, faire des haies, voilà, tout ça C'est 15 mètres, c'est ça? Moi je savais pas que c'est 15, mais c'est minuscule en fait. Et c'est pas respecté, notamment par les forestiers dont tu parles, qui s'en fichent complètement. Si ça peut aller faire du granulé, ça va y aller. Et ils préfèrent se prendre l'amende et faire de granulé que de respecter ça. Et d'où cette politique de rachat de ripisylves qui peut vraiment là changer les choses. Et juste pour donner une échelle, donc tous ces travaux de régénération ils coûtent une fortune, avec cette injonction de restaurer les milieux aquatiques avec une échéance qui arrive bientôt, parce que je crois que la France avait, chaque pays avait 10 ans pour essayer d'avoir un état écologique un petit peu meilleur, sachant que les choses qu'on classe en état écologique bon, c'est catastrophique en fait. Il va y avoir une écrevisse au kilomètre, etc. Et toi, oui, il y a cette ripisylve, mais cette ripisylve, elle est pas suffisante. Et donc, oui, excusez-moi, je mélange un petit peu. Et donc, ces chantiers d'aménagement, ils sont très chers. Et 1 hectare agricole, c'est 7 000, entre 3 000 et 10 000 l'hectare. Ça coûte rien par rapport à un chantier de régénération où il va y avoir 1 million d'euros avec une année d'analyse de données, etc., des suivis, tout ça. Ouais, on est dans une douleur de croissance où on devrait pouvoir agir plus vite que ça, mais on est bloqué administrativement par les mêmes personnes qui doivent améliorer les milieux. C'est hyper compliqué. Et justement,
justement, est-ce qu'on peut pas agir un peu comme des pirates en fait? Le micro. Enfin, non mais c'est bon, la caméra, mais sérieusement, parce qu'on ne peut pas attendre que le politique nous demande. Enfin, alors il y a des injonctions effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que entre temps la terre brûle et ça passe vite. Concrètement, comment on peut aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, nous, pour les cours d'eau, donc je parlais de cette cartographie des cours d'eau en France par la DDT. Il y a des cours d'eau qui sont en train d'être déclassés parce que, parce que j'en pense c'est la FNSEA qui pousse pour la déclassification des cours d'eau parce que une fois qu'il n'y a plus de cours d'eau, bah, tu peux labourer. Enfin, tu vois, si c'est un cours d'eau intermittent, machin, ouais, voilà. Mais en fait, ce truc de déclassification, ça peut jouer dans notre faveur, où on peut refaire couler un cours d'eau là où il n'y en avait plus, en fait. Et les castors, ils sont capables de faire ça. En fait, avec le soutien d'étiage, en faisant une succession de petits bassins, là où il n'y a plus d'eau qui arrive, l'eau va ressortir en plein été parce qu'ils ont fait ces micro-bassins qui s'est stocké dans la terre, c'est stocké dans le végétal, c'est stocké partout. Et la possibilité d'action, avant d'avoir... Parce qu'il y a un blocage au niveau des autorisations, c'est très lent à tomber, parce qu'il faut faire tous ces suivis, parce qu'il faut des fonds pour faire tous les suivis, parce que les suivis coûtent beaucoup plus cher que les chantiers. Les chantiers, ça coûte rien. Il y a la possibilité de travailler sur tout ce chevelu. Et c'est un enjeu, parce que si on arrive à travailler sur tout ce chevelu agricole, enfin, on n'y arrivera jamais, mais c'est énorme. Et là, il y a une possibilité, tu vois. Et ce chevelu, il est sur énormément de parcelles. Tu peux définir un chevelu, pardon, c'est pas très clair pour moi. Ouais. Un chevelu, c'est des rues? Oui, voilà, c'est ça. Enfin, tu vois, avec les rivières qui sont un petit peu comme des arbres en termes de structure, c'est ruisseau. C'est la première partie de ruisseau. Rue. Donc c'est chevelu, c'est des rues. Ouais. Et du coup, la déclassification, j'ai pas bien compris, c'est déclassé, c'est plus des terres agricoles en fait C'est plus des cours d'eau. C'est plus des cours d'eau. Donc, tu n'as plus besoin d'autorisation, donc tu peux labourer par-dessus si tu as besoin, et tu peux l'entuber si tu as besoin. Enfin, tu vois, c'est... Et du coup, l'idée, ça serait d'acheter ces parcelles et de les aider à redevenir des... Mais on peut pas acheter des terres agricoles ici? Alors, non, l'idée, c'est pas de les acheter, mais c'est travailler avec des agriculteurs ou des sylviculteurs qui sont déjà propriétaires et de travailler avec eux sur leurs terres. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire avec les éleveurs. On va travailler avec l'ONF, pareil. On a une propriétaire en pleine forêt landaise qui accepte qu'on travaille sur sa zone et elle va planter de l'aulne au lieu de pin maritime. Et ça, c'est un pas énorme. Tu vois, économiquement, elle prend le risque en tant qu'exploitante sylvicole. Elle va essayer de l'aulne qui a besoin de plus d'eau et qui donc sera bien les pieds dans l'eau. Et ensuite, elle essaiera. L'aulne, c'est plus un bois d'œuvre, donc elle va essayer quelque chose de différent. Elle accepte d'essayer ça. Mais tu vois bien que c'est toujours la logique économique qui prime. Ah oui, oui. Ah non, mais À un moment donné, oui, la situation est en train de brûler. À un moment donné, je pense que il faut que ça vienne des tripes en fait. Mais comment tu veux réveiller la tripe chez les gens? Qu'est-ce qu'on peut faire? Karl Marx, il a prédit qu'on ira jusqu'au bout du système. Quand on sera au bout, là on va basculer. On n'y est pas encore, visiblement. nous, dans les Landes, quand ça brûle, on y est en fait. Ouais. Nous, ça nous. Quand ça brûle, les terrains sont rachetés et on installe des panneaux, des forêts de panneaux solaires. Voilà ce qu'on fait. Et on se demande un petit peu quand même si les incendies ne sont pas volontaires. Un petit peu comme dans l'Aude aussi. Ils sont 100% volontaires. Ils sont 100%. Voilà, c'est tout. Encore la logique économique. Alors, c'est vrai qu'ils remettent des pinèdes qui sont très similaires derrière. Donc des allumettes sur pattes. On parlait de déclassification de ruisseaux. Qui est-ce qui décide ou demande à ce qu'un rue soit déclassifié? Ça, je sais pas exactement comment ça se fait. Ouais, ça, je sais pas exactement comment ils font. J'ai jamais fait la procédure. Je sais pas. Excuse-moi, tu parlais d'aulne. Est-ce que le peuplier, c'est pas plus couramment utilisé en sylviculture, évidemment? C'est dans les zones humides aussi, le peuplier, je crois. Ouais, il y a énormément de peupleraies qui sont en lit majeur de rivière.
Il y a l'OFB qui vient de sortir une petite vidéo sur cohabitation castor et peuplerie, parce qu'ils adorent ça. Et typiquement, c'est compliqué, quoi. Parce que pour l'aulne, j'ai jamais entendu parler de ça en sylviculture, alors que le peuplier, c'est courant, quoi. Parce que l'aulne, il accepte plus mettre carrément le pied dans l'eau. Ah oui, Oui, il adore ça. L'aulne, c'est un bord d'œuf. Ah oui. C'est très dur quand même. Ouais, c'est très dur, c'est un bois d'œuf. Le robinet faux d'acacia, c'est quoi le problème c'est ça Alors, le robinet, Parce que ça a une origine exotique. Ouais, il est un peu envahissant, mais C'est par contre, envahissant. il porte bien la chaleur. ouais, Pourtant, il c'est se ressème génial parce que partout c'est et très puis il dur. empêche les autres de pousser, donc il peut prendre dessus. Mais c'est pas un ultra pionnier. Si. Enfin, mais du coup, il prépare le terrain pour d'autres arbres. De ce que j'ai compris. Tu veux parler? Bon. Oui, un pionnier. Il vient de l'Amérique du Nord. Dans son aire d'origine naturelle, il ne pose pas de problème. Bon, d'abord, c'est le seul bois qu'on aurait chez nous de cette qualité-là, capable de ne pas être impliqué. Ça a 20 ans les pieds dans la terre et ça n'existe pas chez nous, d'indigènes. Bon, déjà. Donc il a des usages majeurs en Hongrie, en Pologne, dans tout un tas de pays où ils ont moins d'esclaves que nous-mêmes, qui sommes une société riche, soi-disant. Il est quand même classé espèce économique majeure. Voilà, donc ok. Dans certaines régions, notamment dans les Landes, d'après Éric Castex, qui connaît bien le problème, pendant un certain nombre d'années, on ne sait pas combien, il peut créer des peuplements monospécifiques, alors que c'est un pionnier. Par chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Il favorise au contraire la pousse des espèces plus climatiques que lui, en dessous, comme va le faire, si on veut rester dans des exotiques pionniers, le Sophora japonica, l'Alvisia julibrissin, le Févier d'Amérique, le Méliazier d'Arak, bon, etc. Voilà, donc on revient sur ce fameux débat, doit-on ou peut-on autoriser des espèces exotiques dans certains cas. Et là, j'aime bien l'image de Baptiste Morisot. Qui a le plus gros dragon? Qu'est-ce qui est plus important? On dit ah non, il faut pas introduire des pionniers parce que les espèces indigènes, ça peut leur poser problème. Oui, mais si demain, de toute façon, tout va brûler, et nous-mêmes, de toute façon, on ne sera plus là, donc la régénération naturelle non assistée aura lieu sans nous, hein, mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Donc, tout ça, ça s'étudie au cas par cas, au coup par coup, mais voilà. Donc, le robinier... dans certaines régions, dans les Landes, je sais qu'il peut poser des problèmes. Mais c'est pas parce qu'il va rester en monospécifique 20 ans, 30 ans, c'est pas, que pour la nature c'est un problème. Hein. Il fait son job. Hein. Il n'y a pas de problème particulier. Mais est-ce que, voilà. Donc ça, après, est-ce que la parcelle c'est un sylviculteur? Lui, évidemment, c'est son métier. Donc voilà, il y a le côté économique qui est encore là, évidemment. Est-ce que c'est des parcelles qui seraient rachetées, un petit peu comme le conservateur du littoral a racheté des parcelles pour pouvoir travailler correctement dessus. Peut-être que là, s'il y a des rachats de parcelles qui sont faits, on peut réhabiliter les choses. Alors, voilà. Mais il ne faut pas trop se bloquer dans les débats des espèces. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits. Quand elle donnait cet exemple où la berge était incisée, ils ont fait donc un barrage avec juste un passage de côté, là, Castor-like. Et puis rapidement ça a érodé donc latéralement suffisamment et que les peupliers qui manifestement n'attendaient que ça, le système n'attendait que ça. Mais il n'était pas capable de le faire sans notre aide parce qu'on avait trop dégradé le système à l'amont, trop incisé, etc. Ça s'est passé. Très bien. Soit des robinets ou n'importe quoi d'autre, c'est très bien. De toute façon, il me semble que les lentes ou l'arbre papillon là sont beaucoup plus envahissants que le robinier. Oui, bon, voilà. Oui. Je crois aussi qu'il y a peut-être un problème général d'humilité, c'est-à-dire qu'on ne sait plus rien. Et on ne sait pas qu'on ne sait plus rien. On croit qu'on sait des choses, en fait on ne sait rien. Parce que là, le cas du robinet, c'est... en fait, il faudrait vraiment s'informer... Bon, sur ce cas-là, Hervé Covès pense que c'est une question de cohabitation des champignons mycorhiziens qui prend un certain temps dans les Landes. Il envoie des signaux qui font peur aux autres champignons mycorhiziens. Bon, apparemment, ce n'est pas le cas en Provence. Par exemple. Mais il va y avoir une réponse plus générale. Je pense que tu vas avoir quelque chose à dire. On ne sait plus rien.
peut-être. Je pense que non. On sait suffisamment. Mais c'est la vision. Encore une fois, il faut une science holiste, donc non analytique, un peu d'analyse, mais tout de suite en ressortir, une science basée sur une vision biotique des choses, comprendre que les micro-organismes sont beaucoup plus puissants que nous. C'est eux qui nous ont créés, les micro-organismes, hein, comme ils ont créé les végétaux et les animaux. Donc, on peut avoir un minimum de connaissances, de l'humidité, en disant, observons ce qui se passe, voyons comment... Les lois de la nature, on sait les lire. Si on veut, si on est un petit peu formé, c'est pas compliqué. Le livre est ouvert sous nos yeux, donc voilà, c'est pas compliqué. Et tout ça, c'est des propositions. Nous, si on fait une bêtise sur notre terrain en permaculture, la réponse du système, elle est immédiate. Tu le vois l'été d'après, le printemps d'après plutôt. Et en général, si tu as fait un bon design, tu vois que ça accroît ce que tu as fait, donc tu es content. Et donc voilà, encore une fois, il faut faire ça partout où on peut, sans trop se battre, parfois sous les radars, parfois en utilisant, voilà, si tu es un maire localement d'un petit village qui est favorable, on y va. Et voilà, les agris, chaque fois qu'on peut. J'ai une question un peu concrète. En fait, je travaille chez un maraîcher sur sol vivant à côté de Pau. Et, À côté de Pau. Et en fait, il y a une rivière qui passe, une petite rivière qui traverse le terrain. Il y a à peu près 200 mètres de long. Cet été, elle a presque été à sec pour la première fois depuis toujours. Et on pompe dans cette rivière en fait, pour arroser les cultures. Du coup, concrètement, comment on pourrait travailler, sachant qu'il y a 200 mètres, que sur un bail rural, il y a des propriétaires des deux côtés, en amont, en aval. Voilà. On est hyper, très... Il y aurait la possibilité, si on est accompagné, de faire en sorte de déplacer un petit peu les cultures pour laisser là de l'espace. Mais est-ce que c'est possible quand on a que 200 mètres à disposition? 200 mètres de linéaire de rivière ou 200 mètres latéral? Non, de linéaire. Et de latéral, il y a... Non. Enfin, ça presque, c'est pas grave parce qu'on pourrait inverser des choses, mais vraiment en linéaire. Déjà en linéaire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec 200 mètres? Alors, Si tu veux. bien sûr. Vous êtes propriétaire des deux côtés? Non, que d'un côté. Les voisins sont sympas. Non, mais c'est pour ça qu'on parle de moment d'alliance avec le peuple casseur. Parce qu'on s'est retrouvé avec Baptiste, on a croisé des gens d'univers, mais tellement différents. Et les rivières sont à l'intersection de tout. Et j'ai voulu appeler la présentation de passer de rivalité à alliance, parce que j'ai une amie qui enseigne ici à Paris la littérature, elle me dit le mot rival vient de rivière, de rive. La rivalité, un mot qui est juste central et ancien, ça vient de rive, celui qui vit sur l'autre rive. C'est partager l'eau, tu vois, c'est ton ennemi, c'est un truc de fou. Et donc, et alliance, parce que tu ne peux rien faire dans une rivière, parce que tu es en amont de quelqu'un, tu es en aval de quelqu'un, tu es en face de quelqu'un, c'est l'intersection de tout. Et ça force des conversations et des rencontres inattendues. Mais tu as un syndicat mixte qui sait que la rivière a besoin de bois et qui sont prêts à bosser avec toi. Très certainement. Et on peut les aider. On fait ça, on les accompagne. Et là où on peut rien faire, c'est aussi là où on peut donc tout faire différemment, petitement, au niveau du chevelu. Mais bon, je ne sais pas si vous avez compris l'importance d'une chose qu'elle a dit tout à l'heure dans la conférence. La rivière ou le cours d'eau, on croit que c'est ce qu'on voit. Mais la plus grande partie de l'eau, c'est le cours d'eau souterrain, on ne le voit pas. Donc il faut bien comprendre que chaque fois qu'on ralentit de l'eau, il y a une partie qu'on voit envahir les parties latérales, et c'est ce qu'on veut, c'est très bien. Mais il y a toute une partie qui envahit les parties latérales aussi, et qu'on ne voit pas. Mais tout ça, à un moment donné, ça peut ressurgir en aval
dans le lit. Et c'est là où elle parlait, dans ces cas-là, ça va à nouveau rafraîchir l'eau. Donc on la réchauffe un petit peu en surface et puis finalement on la rend un peu plus fraîche plus bas quand même. Bon, mais c'est ces choses-là qu'il faut. Donc je ne sais pas quel statut elle a, mais imagine que on fasse des swales. Elle est classée rivière, on peut prélever de l'eau dedans, ils ont le droit. Voilà. Donc si tu prends de l'eau dedans, qu'est-ce qui t'empêche de faire des swales, éventuellement des swales de dérivation avec une pente douce, moins de 3%, je dirais quand même. C'est une étude de site, hein. Il faut aller voir, hein, je ne peux pas te donner. Bon. Et cette eau, tu vas en faire quoi? L'infiltrer dans le sol. Et si tu as des arbres, si c'est bien planté, etc., tu prélèves de l'eau dans la rivière, mais tu vas la rendre en aval, en fait. Mais comme tu auras fait pousser une zone de régénération d'espèces, d'arbres, de forêts, de sous-étages, de bois, donc de champignons, ça profite de champignons microbiens, en fait, au final, tu as emprunté un peu d'eau, tu as rendu finalement la même quantité, mais tu as créé de l'eau, de la nouvelle eau. J'en parlerai demain. La captation de l'eau atmosphérique, par exemple, par les sous-bois, etc. Donc, tu n'as pas besoin d'autorisation, tu fais quelque chose. À 50 cm, c'est bon en fait. Il y a déjà, on a fait des tests Oui. d'hydrométrie dans le sol et on sait qu'à partir de 50 cm, il n'y a aucun problème au niveau racinaire. Mais au-dessus, là, il y a un souci. Et donc, on est obligé, pour les premières semaines en tout cas, de prélever et de pomper dans cette rivière qui devient de plus en plus complexe. Donc, bon. Mais oui, en effet, c'est tout un processus. Et sachant que donc, pour la première fois, il n'y avait pas d'eau cet été, et puis la prochaine fois, vous risquez des inondations. Il faut bien comprendre que les endroits sensibles à la sécheresse ou aux incendies sont ceux qui seront inondés demain et réciproquement. Mais tu sais, quand tu es sur la plage, rappelle-toi, quand on était gamin, on faisait un trou loin de l'eau, et il y avait l'eau si on creuse assez. Donc, sans toucher à la rivière, si tu fais un trou de 1 mètre de profondeur à 10 mètres de ta rivière, tu récupères l'eau de la rivière. Hein. Donc, tu peux répartir cette eau. On peut faire des choses, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et si tu fais un truc vertueux, parce que tu mets les lois de nature dans ton action, le système va accroître ce que tu fais. Donc ça peut aller plus vite et beaucoup plus puissamment que ce que l'on pense. Mais il faut changer le paradigme. Faire confiance aux forces biotiques. Et aux choses invisibles. Hein. Les interactions, ça ne se voit pas. Mais c'est pour ça que c'est ça. Le vivant, ce n'est pas des objets. Même une forêt, ce n'est pas des arbres. Si tu vois que des arbres dans une forêt, tu as vu des objets. Le vivant, c'est des interactions. Essentiellement. Et des forces invisibles, donc. Sur sol vivant depuis perpète, avec un sol enrichi, aucun travail du sol. Il y a des arbres partout, c'est en agroforesterie. C'est juste cette rivière se creuse et elle est là. Et donc c'est encore un autre sujet, déjà dépassé par toujours en train de chercher du temps pour faire les choses. Mais là, comment on peut être vraiment accompagné dans cette démarche, on va encore un tout petit peu plus loin dans cette logique intégrative en fait de régénération par des processus naturels sur lesquels on n'a pas toujours la main et c'est pas grave en fait. C'est de l'observation aussi. Et voilà. Mais c'est pas. Oui, les interlocuteurs et toute cette alliance est effectivement complexe. Quand il y a des gens autour qui sont d'un côté ouverts, de l'autre, je pense pas. Mais c'est pour ça qu'on a privilégié de bosser avec les syndicats mixtes, parce qu'il n'y a que eux qui sont capables de faire ces dossiers pour pouvoir mettre du bois dans la rivière. Et là, typiquement, c'est ça dont vous avez besoin, de faire un travail amont et au niveau de là où vous êtes, pour décélérer l'eau et qu'elle reste plus longtemps dans les terres. Pour ceux qui ne sont pas du domaine, c'est quoi un syndicat mixte? Syndicat mixte, c'est pas le sol, non, mais ça va être ça va être un bassin versant, c'est-à-dire tu vois, tu as un fleuve et puis tu as un ensemble de cours d'eau qui vont être rassemblés et gérés par ce syndicat mixte, qui est donc un ensemble de techniciens rivières, Natura 2000, parfois, des fois tu as un hydrologue, voilà, et ils s'occupent de ce bassin versant. Chaque bassin versant a un syndicat mixte. Oui, ça s'appelle très souvent syndicat mixte, mais des fois c'est un autre nom et ça dépend, tu vois. Des fois c'est autre chose, mais très souvent c'est syndicat mixte. C'est sûr qu'on la compétence génétique. Ouais. Petite question, qu'est-ce qui est mesuré, parce que je sais que c'est quelque chose qui est important dans les projets en termes de régénération, processus régénératif d'ailleurs. En combien de temps on peut avoir des nouvelles espèces, des micro-organismes
enfin, des sols enrichis, voilà, est-ce qu'il y a des résultats à court, moyen, long terme? Mais en fait, ça va tellement vite. Oui. Ça va tellement vite. C'est ça qui rend fou, quoi. Bon, déjà, quand on fait les ouvrages, quand il y a de l'eau, en fait, ça fait c'est euphorisant. Parce que l'eau, ça va vite. L'eau, elle répond à la vitesse de notre vitesse, en fait. Et on fait les ouvrages, ça monte, l'eau, elle commence à circuler ici, on se rend compte qu'on a mal lu la topo et que vite, faut qu'on aille mettre du végétal, de la boue ici, parce que là, et donc, et là, non, enfin, donc, alors, l'eau répond très vite, et aussitôt que l'eau hydrate un lit moyen ou un lit majeur, elle va commencer à noyer les chênes qui sont là, en fait, qui sont au mauvais endroit. Il y a des chênes qui sont en ripisylve alors qu'ils n'ont rien à faire en ripisylve. Donc elle les noie. Et là, elle noie. T'as la canopée centrale qui change. Tout d'un coup, tu as du soleil qui tombe et tu as les espèces pionnières qui sont activées. Les saules, les peupliers, tout ça. Et les annuels et les bisannuels. Et donc, alors ça paraît un petit peu lent parce que c'est vitesse du végétal. Mais aussitôt que tu fais un milieu un peu plus lentique, tu as les libellules qui viennent pondre. Mais ça va à une vitesse. Parce que, si tu veux, quand on a des rivières qui n'ont qu'une vitesse, aussitôt. Et avec notre génial hydrobiologiste qui est avec nous, il explique, mais en fait, 80% de la vie du poisson, il va être dans les endroits plus lents parce qu'il a besoin de se cacher, parce qu'il est juvénile, parce qu'il est alvin, parce qu'il est machin, et donc il n'est pas dans ce courant. Enfin, là, c'est la compète, quoi. Il faut être sportif. Donc, et ils ont besoin de manger. Tout ce qu'ils mangent, c'est dans ces milieux un petit peu plus lentiques. Donc ça va tellement vite. C'est n'importe quoi à quel point ça va vite. Enfin, là, on a travaillé chez un agri, il y a le sonneur à ventre jaune, un petit crapaud avec un ventre jaune qui est empoisonné, mais qui est une espèce magique, qui a une pupille en forme de cœur. Et donc il vient et de toute la ferme, il se pose à cet endroit-là, parce qu'il a un peu plus d'eau pour pondre un peu plus longtemps. Et trois espèces de ditiques différentes. Le naturaliste, il était fou, d'habitude il n'y en a toujours qu'une. Aussitôt que tu fais quelque chose, la réponse, elle est... On l'a vu, c'était pendant le confinement. Il y a des oiseaux qui sont revenus en ville. Le truc qu'on n'avait pas revu depuis plus de 25 ans, 30 ans. Ça va très vite. Oui, je ne sais pas si ça a été pris par le son. Donc, on a vu ça pendant le confinement. Le simple fait, dans un climat méditerranéen aride, d'avoir cessé de faucher, au bout de quelques années, de 3 ans, 4 ans, j'avais des entomos qui venaient voir chez moi des papillons. Donc ça veut dire que ça a dû passer d'abord par changer le sol, qui a changé la levée de dormance d'autres espèces que les graminées, qui ont des fleurs butinables, parce que les fleurs des graminées ne sont pas butinables, et donc ça passe au niveau entomo. Et voilà, c'est pas que ces espèces-là aient disparu, mais on les voyait plus trop, etc. Juste un petit détail, je ne sais pas si tu seras là demain, parce que quand tu passes du chêne aux autres espèces qu'elle a citées, tu passes d'une trame d'ectomycorhize à une trame d'endomycorhize. Donc ça, Hervé Covès explique ça très bien. Et c'est celles-là qui nous intéressent parce que c'est celles-là qui sont les mêmes que toutes nos cultures, tous nos légumes, tous nos fruits, et qui permettent la réhabilitation des écosystèmes, surtout si ça va mal, surtout quand il fait chaud, quand il fait sec. Et en plus, si c'est bourré de bois mort, les saprophytes peuvent remonter l'eau à 50 mètres de dénivelé en hauteur, 150 mètres de distance d'un cours d'eau, ou qu'il soit temporaire, ou d'une mare, ou d'une flaque, ou d'un caniveau. Mais pour ça, il faut du bois, il faut des arbres, des arbustes, et du bois mort qui tombe au sol. C'est toujours pareil, donc c'est nous qui créons le problème, et c'est très simple de laisser la nature le résoudre, en fait. Il faut un peu, des fois, l'aider, mais parfois beaucoup l'aider, dans certains cas, vraiment très incisé, si j'ai bien compris. Mais, moi, je suis dans le Finistère, dans le centre Finistère. J'ai mon voisin qui est dans une entreprise qui fait des forages pour les agriculteurs, pour aller chercher l'eau à 90 mètres en profondeur. Et là, avec la sécheresse de cet été, toutes les pompes s'allumaient rouge. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus d'eau. C'était un peu paniqué à bord. Et c'est terrible parce que je me dis, bon, même si on régénère les systèmes en amont, qu'on retrouve une alimentation plus forte de la nappe alluviale,
on va réautoriser l'agriculteur à augmenter son élevage, c'est du 200 000 poulets, c'est du voilà. Et je me dis, putain, du coup, on réautorise le pire. On réautorise le pire, alors qu'il aurait presque fallu aller à la catastrophe à un moment, et puis que ça ne soit plus possible. Bon, mais encore une ce que fois, vous dites par contre sur le retour de la biodiversité, évidemment, c'est quand même ce point positif. encore une fois, l'histoire des rivières, c'est un cas particulier, un petit bout du problème global. Tant qu'on élève des bêtes de manière délirante, tant qu'on fait pousser des patates, des tomates ou du maïs ou du blé de manière délirante, on ne s'en sortira pas de toute façon. On a déforesté il y a 12 000 ans, on commence à la déforestation, à 5-6 000 ans, on avait rasé tout le pourtour méditerranéen. Et c'est ça l'agriculture. Donc moi, ce que j'enseigne, c'est d'abandonner l'agriculture. C'est pas de la réformer. Progressivement, pour pas qu'il y ait de clash, etc. Mais d'avoir une vision qui nous dise, mais non, ça marche pas. On revient dans les lois du système naturel, on fait ce qui marche, et il y a une transition progressive, mais il faut aller dans ce qui marche, sinon ça sert à rien. Et justement, pour aller dans ce sens-là, moi je suis plus Vaucluse, donc il n'y a pas d'eau. Voilà. Sauf quand il y a des inondations. Sauf quand il y a des inondations, où là c'est la catastrophe. Et du coup, nous on est arrivé à faire rien plus. Enfin, plus ça va et plus rien pousse en fait. Enfin, c'est vraiment cata quoi. Et du coup, on en est venu à se poser des questions justement sur tout cramé, même la lavande elle tient plus. Enfin, tu vois, c'est un truc. Et on a trouvé un gars qui bosse dans une abbaye et qui travaille sur l'idée des jardins secs. Et en fait, il a été rechercher des espèces qu'on avait un peu mis de côté, et qui sont en fait endémiques de la région. Et en fait, il t'apprend dans son jardin sec à faire pousser des choses. Et en fait, on a suivi ses conseils sur aussi mettre des rochers, tu vois, créer des espèces de... pour que le peu d'eau qu'il y a en fait au moment de l'aube, tu vois, puisse aussi glisser, aller se mettre dans des trucs et tout. Et alors évidemment, on n'a pas des jardins comme en Bretagne avec des fleurs magnifiques et des hortensias super beaux et tout, mais on a un jardin, et on a un jardin qu'on n'arrose pas, parce que du coup le but c'était justement de ne pas l'arroser. Et il nous a appris pour les arbres aussi des choses, tu vois, à arroser au pied la première année, puis t'éloigner, et en fait au bout de 3 ans t'arroses plus, parce que l'arbre il a fait des racines hyper grandes en fait, et du coup ce sera jamais la Bretagne. Voilà. Bon, il faudrait prendre le micro pour les questions finalement. Bon, le choix des espèces, évidemment, c'est un levier, mais c'est pas le seul. Voilà. Je ne sais pas si tu seras là demain, mais ce que j'enseigne, c'est que partant du désert, on peut toujours faire pousser des plantes. Il n'y a pas besoin. Encore une fois, comprenez bien que l'eau, je sors des rivières, je généralise, l'eau liquide, c'est une forme abiotique de l'eau. Et les plantes ne s'abreuvent pas d'eau liquide. L'eau liquide est toxique pour les sols et les plantes. Pourquoi? Parce que les plantes, leurs racines, ou la plante, est nourrie par des mycorhizes et ces champignons. Et puis il y a tout le reste, il y a des bactéries, etc. Tous ces micro-organismes-là sont aérobies. Donc s'il y a de l'eau dans le sol, ta plante, elle ne vit pas. Et c'est le cas de l'agriculture, ou c'est le cas que tu cites aussi, parce que où c'est la sécheresse, alors là, dans ce cas-là, c'est le contraire, c'est que la terre se fissure et il y a une injection d'air, donc d'oxygène tellement massif dans le sol que ça va tuer des micro-organismes parce que c'est trop d'oxygène, ou c'est trop chaud, ou on dépasse la température de pasteurisation en été sur des sols humides, etc. Et puis quand il pleut, ça tue tout le monde par anaérobiose. Dans le premier cas, on fait du CO2, dans le deuxième cas, on fait du méthane, le dégagement d'aluminium, que des toxiques. Bon, voilà. Donc, mais c'est pas un système, ça. C'est une invention de l'homme. Ça date de 12 000 ans, c'est rien du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Donc, à partir du moment où on remet des plantes, on a des espèces pionnières, il suffit de les semer. Et on reverdit des déserts en semant des espèces pionnières d'arbres, d'arbustes, d'arbrisseaux, de sous-arbrisseaux, d'herbacées vivaces, d'herbacées annuelles, voilà, au bon moment, etc., au bon endroit, on ne va pas gaspiller, voilà, on fait ça bien. Et dès que des plantes poussent, les mycorhizes reviennent, il y a du bois mort, il y a des feuilles mortes, il y a des champignons saprophytes qui reviennent, il y a des bactéries qui reviennent, qui créent le sol. Des bactéries, des amibes et des champignons en association avec des vers de terre. Donc, ils reviennent tout de suite. Donc, voilà. Donc, on n'a pas besoin de... On va continuer. Si on fait les choses en climat aride, on va continuer de faire des salades, des laitues, des tomates. Ou de faire pousser des hortensias si tu le veux. Mais ça va prendre un certain temps. Parce que dans la transition, il faut ramener cette régénération de l'écosystème. Donc, et bien sûr qu'à ce moment-là, au début, on se base sur des espèces pionnières, capables de pousser dans les pires conditions. Voilà, en Provence, c'est pas ce qui manque. Mais là, c'est à la marge un peu, mais c'est pas la solution de changer les espèces
pour s'adapter à un changement climatique demain. Les microclimats, là où je suis, c'est le climat, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est mon microclimat. Et celui-là, je suis capable de le régénérer. Si j'ai pas de problème de la société, de la politique, de je sais pas quoi, etc., je sais faire pousser. Alors ça prendra un certain temps. Dans le climat méditerranéen aride, on a déjà pris 10 ans de retard direct, parce qu'il ne pleut jamais en saison de végétation. La dynamique végétale dépend essentiellement de savoir si, au cours de l'année, tu as une période où il y a une conjonction de la chaleur et de l'humidité dans le système. À ce titre-là, le climat méditerranéen sec est le plus difficile de la planète. Plus difficile que le Sahel, au Sahara, parce que même si là-bas il pleut peu, quand il pleut, il fait chaud. D'accord. Voilà. Donc, bon. Je reviens aux rivières aussi. Les rivières, même si des fois elles s'arrêtent, même si des fois elles inondent, et c'est un énorme problème, on en a parlé, un énorme problème, mais en même temps, c'est tellement simple, puisque on voit la réaction à notre vitesse à nous, et en plus, il y a de l'eau quand même à un moment donné dans la rivière. Donc s'il y a de l'eau et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec cette eau, or on fait toujours n'importe quoi avec cette eau, d'accord, mais si on ne fait pas n'importe quoi, qu'on fait ce qu'il faut, mais c'est immédiatement l'Amazonie en été. C'est-à-dire la conjonction de l'eau et de l'humidité dans le système. D'accord. Donc, pour les solutions, moi je suis extrêmement optimiste, parce que c'est la nature qui fonctionne comme ça. Après, est-ce que ça en parlera? Ça, c'est pas de question. Je ne voudrais pas revenir sur la politique. Tu veux rajouter quelque chose? Alors moi, ça... ouais. Bon déjà, j'ai une petite question, et puis si on a le temps, je donnerai celle que j'avais. On verra après, mais je commence par la première. Tu as parlé à un moment des broussaillasges et d'incendies. Est-ce qu'on ne peut pas mettre dans la tête des technocrates là au-dessus là que la végétation c'est de l'eau et c'est ça qui arrête le feu, quoi, je veux dire. Oui, on sait tout ça, c'est prouvé. Après, est-ce qu'on peut le mettre dans la tête des technocrates? Je n'ai pas étudié cet écosystème particulier, mais j'aurais des réticences à imaginer que ce soit très efficace. Mais s'il y en a un qui, au bon endroit, au bon moment, alors là, absolument, bien sûr. J'imagine qu'eux, ils voient ça parce qu'ils voient que cette végétation broussailleuse, elle a séché et ça va faire du feu. Mais si on fait de la régénération humide, ça sera vert, quoi, je veux dire. Oui, mais c'est évident. Bon, donc là, il y a un problème de, on va dire, méconnaissance ou d'incompétence globale de la société. Les choses sont sues. Hervé Covès, tout ça, il sait très bien te répondre. Il connaît ça par cœur. La société le méconnaît. Et puis après, il y a que le politique, le pouvoir, l'argent, ben, il a lui-même des contraintes, il a toujours un chef, et puis etc. Puis tout en haut, bien sûr qu'ils n'ont pas intérêt à se régénérer quoi que ce soit, ils s'en foutent complètement parce qu'ils vendent des pesticides, ils vendent de l'irrigation, du matériel, des tuyaux, du pétrole, des moteurs, des engrais. Voilà, donc, voilà. Mais donc, encore une fois, faisons chaque fois que c'est possible. En Californie, en Oregon, il y a cette injonction aussi de couper les sous-bois pour éviter les méga-feux. Et donc, il y a une énergie folle qui est déplacée à cet endroit-là, qui est mobilisée pour ça. Et très souvent, ils font un tas. Ils mettent un morceau de plastique en haut du tas, ils foutent le feu à ce tas, et donc ça part en fumée. Et ça, c'est le... Bien sûr, traditionnellement, les peuples premiers faisaient des feux tous les 3 ans sur un même site, etc. On n'a plus ça, donc on a les méga-feux, etc. Et le Water Institute, avec qui on travaille, qui enseigne la permaculture et qui a poussé pour la méthode Castor en Californie et pour les premières réintroductions de Castor en Californie, eux, ils ont une lobbyiste Castor, enfin, ils travaillent aussi au niveau des lois. Ils ont poussé pour faire accepter le fait que plutôt ce bois qui doit être coupé, ils le prennent, ils le mettent dans les talwegs. Talweg, c'est une incision qui se fait avec la flotte quand il pleut. Tu sais, un champ qui est labouré, il se retrouve avec une crevasse au milieu parce que qu'il n'y a rien pour tenir la terre, il n'y a pas une racine. Donc ils mettent ce bois dans ces talwegs, ils le mettent d'une manière hyper serrée, on en a fait hier, et on en met tout le long. Dans une vallée incisée où t'as pas de cours d'eau, et à la première pluie t'as les sédiments qui descendent, ce truc là il est quasiment enterré, au bout de 2-3 ans il commence à retenir de l'eau et t'as stocké du carbone en fait, et
tu vois, il a fallu le faire, le montrer, le prouver. Et maintenant, ils sont en train de pousser pour que ce soit une méthode alternative plutôt que de cramer le bois, de stocker ce carbone, de sous-bois qu'ils doivent couper, de le stocker dans le sol pour aggrader et pour lutter contre des incisions. Donc, il y a aussi ce truc, the problem is the solution, le problème est la solution en permaculture. Donc, là, ça fait partie. Et d'ailleurs, c'est un moyen. Les permaculteurs australiens enseignent ça depuis les années 80. Hein. On peut faire pousser une terrasse, même pas dans une rivière. Hein. Mais tu arrêtes l'eau avec des fascines, parce que c'est vrai qu'au départ, les fascines, c'est pas dans les rivières, c'est des fagots en travers, sur courbe de niveau. Par exemple, si c'est trop raide pour faire un swale, dès que tu arrêtes l'eau, tu ralentis l'eau. Quand l'eau ralentit, elle dépose. Elle dépose quoi? Elle dépose les sédiments les plus intéressants en premier, les plus fins, c'est les argiles qui sont la base de la fertilité. Elle va déposer des graines, elle dépose du mulch, ça serait toujours quelque chose. Et là, tu fais démarrer la végétation. Et cette végétation qui pousse arrête les sédiments qui viennent, et donc ça fait une terrasse. Et donc on sait faire pousser des terrasses. Voilà. Donc ce qu'elle dit, c'est un peu la même chose dans le Talweg ou dans la rivière, etc. C'est toujours les mêmes lois qui sont applicables partout. En fait. 3 ans à peu près, c'est quoi pour faire à partir d'une fascine pour faire la Alors moi, hors rivière, je dirais ça dépend de ta dynamique végétale. Oui. Et sédimentaire, mais si tu n'as pas de végétaux qui poussent pour tenir ton bazar, ça ne tiendra pas. Donc voilà. Après, pour le reste, je te passe la parole. Si tu as quelqu'un qui laboure sur le terrain au-dessus de chez toi, tu vas avoir un dépôt sédimentaire très riche. À la première pluie. Voilà, c'est ça. Et si tu as une forêt qui pousse, et tu vois, il y a quelqu'un qui nous racontait que quand, tu vois, alors, Napoléon, il a fait pousser des forêts à des endroits où il n'y en avait plus, parce que pour le bois, de plein de choses, de plein d'usages. Et du coup, le sédiment est resté bloqué. Et du coup, les cours d'eau ont commencé à s'inciser, parce que ce sédiment en amont était bloqué. Et donc ça a créé donc le lien forêt, rivière, sédiment, enfin c'est juste, on a tout à apprendre, quoi. Et c'est des grands cycles, tu vois, parce qu'on parle d'une ce qui est cultivé dans une montagne, ça affecte une rivière à des kilomètres. Il y a un livre génial, c'est la forêt, l'amante de la mer. Si vous l'avez pas lu, il est hyper beau. C'est un ostréiculteur japonais qui connaît, enfin il parle du milieu de la mer dans lequel il est, et il sait qu'à cette crevasse, tel jour de l'année, tel poisson va monter. Enfin, c'est une connaissance d'un hydrosystème qui est juste hyper bouleversant. Et en fait, les huîtres tombent malades, et il comprend que il doit aller planter des arbres en amont. Et donc, c'est le lien, tu vois, d'une montagne, d'une forêt et de l'ostréiculture en aval. C'est super beau, et c'est comprendre le cycle complet de... La forêt amante de la mer. Ouais. Ouais. Et là, on parle bien d'une force invisible, hein, localement. Parce que l'interaction, c'était bien une interaction qui était un peu distante, pas évidente, pas directe, mais bon. Donc face à ça, chaque fois qu'on peut comprendre comment fonctionne la nature et que la nature refasse ce qu'elle faisait toujours spontanément, hein, on est sûr de ne pas enfreindre de loi. On est sûr que ça va bien marcher à un moment donné. Puisque c'est elle qui le fait. On n'a pas forcément besoin d'étudier analytiquement chaque interaction. Alors si on en a compris, c'est très bien. On le fait, hein, des fois. Mais c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. C'est pas encore ma grande question, mais quand on est pressé, est-ce que, moi je pense au biochar, si à la place de mettre du bois, on met du charbon, quoi, du charbon de bois, je crois qu'il y a plus de mycorhizes qui se mettent là-dedans, enfin, ça augmente la rétention d'eau, je crois. Tu parles pour les systèmes aquatiques ou... Non, pour retenir l'eau sur la terre, avec le bois. Pas dans l'eau, pas dans les rivières. Non. D'accord. Parce que moi je pensais aussi, j'ai vu, je sais plus où, un article
comme quoi c'est n'importe quoi la permaculture. Je crois que c'est dans le résumé de Durand, d'ailleurs. Que c'est n'importe quoi, qu'il faut toujours faire des buts avec du bois au milieu, machin. Enfin, Bon, tu sais, écoute, je vais te répondre franchement. Tout ce que tu vois sur YouTube en langue française avec le mot permaculture, tu oublies. Je suis désolé de le dire comme ça. Mais voilà, la permaculture en France, on ne la reconnaît pas vraiment. Ce sont des Australiens au départ, il faut se former, il faut comprendre, il faut connaître la botanique un minimum, il faut connaître la pédologie, il faut connaître les champignons du sol, il faut connaître les arbres. Donc tout ça, c'est des recherches de techniques. Tu verras demain, la permaculture n'est en rien quelque chose qui concerne les techniques. Ce n'est pas une boîte à outils, ce n'est pas un ensemble de techniques du tout. C'est autre chose. Donc chaque fois que j'entends permaculture, on dit ça, but pas but, c'est un débat qui n'a rien à voir avec la permaculture. Voilà, donc d'abord, demain je rappellerai quand même la définition. Puis bon. Voilà, donc après les techniques, pour moi c'est extrêmement secondaire. C'est la dernière chose qui nous intéresse. Parce que si tu n'as pas la bonne vision, si tu n'appliques pas les bons principes, de toute façon, quoi que tu fasses, ça ne marchera pas. Dans les lois en amont, les lois du vivant. Voilà. Après, le biochar, oui, je connais. Ça a été une grande mode il y a 10-15 ans. J'étais au Kenya en 2010. Ils parlaient que de ça, dans les trucs bio. Bon, tu vas brûler du bois. Voilà. Ben, moi, ma réponse générale, c'est non. Après, je ne peux pas exclure que localement, dans un cas particulier de quelqu'un qui vit dans un endroit où il crève la dalle et il y a une possibilité et pendant un certain temps, peut-être qu'à un moment donné, là, cette technique pourrait être utilisée exceptionnellement. Exceptionnellement. Pas de manière pérenne, pas comme une solution de fertilité. Pas... Non, parce que quand tu brûles du bois, bon, il en reste beaucoup, bien sûr, mais il y a une partie qui est partie. Elle est partie en CO2. En plus, la commission n'est pas parfaite, donc des tas de gaz toxissimes, plus du CO2, de la vapeur d'eau. Quand ce même bois se décompose dans le sol, et ça profite, au lieu de CO2 et H2O, il te fabrique de l'eau, effectivement, mais au lieu du CO2, il te fabrique des glucides, des lipides, des acides aminés, des vitamines, qui sont des nutriments directement assimilables par les racines des plantes. Donc la réponse, elle est vite vue. Mais ça, c'est un principe général. Encore une fois, je n'explique pas que, exceptionnellement, on ne puisse pas enfreindre cette loi, je dirais. Mais pourquoi brûler du bois ? Moi, de toute façon, intuitivement, cette question me gênait parce qu'effectivement, moi, je préfère toujours la décomposition du bois Bien sûr. par la voie humide que par Mais le problème, c'est qu'on manque de forêt, on manque de bois. Donc le bout de bois, qu'est-ce que j'en fais ? C'est une ressource extrêmement précieuse puisque tu as compris qu'elle contient de l'eau et des nutriments pour les plantes. Si j'ai vraiment besoin de me chauffer avec, je brûle ma bûche, je fais bien sécher, j'ai une combustion la plus parfaite possible dans un meilleur poêle possible et je récupère un maximum de calories. Bon, très bien. Mais sinon, ce bois, il faut... Donc, on manque de ressources. Hein. Il faut bien comprendre. Et on parlait des cultures, tous ces immenses champs cultivés, pesticides, irrigation, engrais, maïs, blé, etc. Oui, mais bon, on importe énormément en France. Énormément. Mais en fait, ce qu'on produit, prenons les petits maraîchers bio, c'est important qu'ils puissent vivre. Mais si on regarde à l'échelle du pays, leur production, elle est insignifiante en réalité. Donc, encore une fois, tant qu'on ne réoriente pas le système pour faire quelque chose qui fonctionne vraiment sur les lois de la nature, et que sur la même parcelle, on mettra beaucoup moins d'énergie pour produire beaucoup plus de calories, on n'aura plus besoin d'irriguer durablement et on n'aura plus besoin de surface énorme, on pourra en rendre d'autant plus horripicide à la régénération, aux écosystèmes, etc. Si on ne fait pas ça, on ne s'en sortira pas. Donc, on a des conflits d'usage du foncier, comme on a des conflits d'usage de la biomasse. Qu'est-ce qu'on fait de notre biomasse? Qu'est-ce qu'on fait de notre foncier? Et encore une fois, si on ne fait pas la permaculture, la vraie, c'est des Australiens, là, et ces systèmes régénératifs en général, on ne sortira pas de ces conflits d'usage, ni du foncier, ni de la biomasse. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution si on ne change pas. Hein. Par contre, la solution, elle est simple. Non, parce que j'entends des hydrologues très connus nous dire qu'on va à des catastrophes, on n'a pas de solution, on ne sait pas trop comment faire. C'est pas vrai. La preuve. Après, nous, on ne dit pas que le castor va sauver le monde. Mais l'effet castor, oui, non? Je sais pas, les pompages en eau profonde, les trucs, c'est quand même les osomates qui s'infiltrent, on a eu au problème. Bon, bah, si je peux revenir à ma question que j'avais depuis le début. C'est fait parce que là, c'est mon avis d'entendre. Il y a quelques années, j'ai entendu parler il y avait un moment, il y avait 10 projets pour le Grand Paris.
je ne sais pas si quelqu'un en a entendu parler, mais à un moment, il y avait 10 projets pour le Grand Paris. Et il me semble que dans les 10, il y en avait un qui était vraiment très intéressant parce qu'il allait très très loin dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, parce que j'ai pas été dans les détails, mais si j'ai bien compris, le projet c'était carrément de faire tout le traitement des déchets de la région parisienne par de la phyto à l'aménagement, et ça allait jusqu'à que toutes les constructions près de la Seine, ça serait sur pilotis pour qu'il y ait une zone d'étiage, je ne sais pas si on dit d'étiage, mais de montée en cas de creux, etc. Enfin, voilà. Et donc ça faisait une immense, toute la région parisienne, une immense zone de phytoépuration de tous les déchets urbains de Paris, quoi. C'était très, très utopique, mais je crois que ça allait jusque-là, quoi. Voilà. Non, je connais pas du tout. Mais ils ont sélectionné 3 projets, évidemment, il n'y avait pas celui-là dans les 3. Hein. Oui, ben c'est ça, quand on voit ce qui est sélectionné, c'est pas... Non, je connais pas. Tu connais, Suzanne? Tu veux dire quelque chose? Moi, la seule chose que je peux te dire sur le projet Grand Paris. Prends le micro. Moi, la seule chose que j'ai vue sur ce projet du Grand Paris, notamment sur le métro, tu sais, enfin, sur les nouvelles lignes qui sont creusées, il y a un musée, il y a un lieu à Bagnolet, à Saint-Ouen, dans ces anciens entrepôts de Saint-Ouen. Je crois que ça s'appelle la fabrique du métro, un truc comme ça, qu'on avait visité avec Sarah. Et en fait, c'était tellement de l'enfumage que c'était juste affolant. C'est-à-dire qu'ils te disent, tu vois, tu visites, parce que nous on leur demande, mais qu'est-ce que tu fais avec la terre que tu sors du sol quand même? Parce que là tu creuses profond pour aller faire des lignes de RER qui sont très profondes. Et donc ils te montrent des bacs avec toute la terre triée, tu vois, tel type de terre, tel type de terre, tel type de terre, et puis on va la remettre au bon endroit. Et avec Sarah on avait demandé, mais du coup elle est triée comment? Et en fait là on t'explique que, en fait c'est ce qu'ils auraient bien aimé faire. Mais en fait ce qu'ils font dans les faits, c'est qu'ils creusent et après ils vont tout balancer en tas dans le 77. Dans 3 lieux du 77, et qu'en fait ça fait des sortes de terrils de terre qui sont pas triés, qui sont pas, enfin voilà, et qui vont rester là et qui vont servir à rien. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi un peu, enfin le monsieur était un peu gêné quand on a posé des questions, mais Si je peux en rajouter, c'est que j'aurais plein de choses à dire, mais à propos du Grand Paris, à un moment, j'avais entendu parler une autre chose qui me fait penser à ça, c'est qu'il y avait un transporteur fluvial, parce que j'ai été à, je sais plus comment ça s'appelait là, un truc sur le circulaire du Grand Paris, enfin l'économie circulaire du Grand Paris. Bon. Et il y avait un transporteur fluvial qui prévoyait de transporter tous les déchets du Grand Paris par la voie fluviale. Et c'était c'était moins cher, mais ça allait moins vite. Donc ils n'ont pas pris parce qu'ils veulent 24 heures sur 24 avec des camions pour aller plus vite, pour respecter les délais, machin, voilà. Et il y avait un projet qui s'appelait Terre Crue, de faire au lieu de faire toujours des constructions avec du béton, du métal, du verre, de faire des murs en argile avec cette terre. Mais pareil, ça prend trop de temps et puis c'est pas assez techniquement, ils trouvent que c'est pas assez bien pour faire des murs, quoi. Voilà. Bon. Oui, il faut qu'on arrête. Bon, c'est compliqué. Paris, la ville, tellement de contraintes, c'est très compliqué. À moins qu'il y ait d'autres questions, je pense que...